Bonjour, ici Martine Lacasse, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai en entrevue Pascal Piquet, qui est coach PNL spécialisé en dépendance affective. Alors, bonjour Pascal. Bonjour Martine. C'est un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Voilà, dans mon environnement naturel. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle de dépendance affective. J'aimerais aussi qu'on puisse parler de bonheur en couple, Oui, vers quoi c'est on la s'en suite. va quand on se libère de la dépendance affective. On a déjà discuté beaucoup de ton premier livre, Le syndrome de Tarzan. Hein, si vous ne l'avez pas déjà, je vous le recommande vivement. Où est-ce qu'on apprend les mécanismes, en fait, les rôles qu'on peut porter quand on est dans la dépendance affective. Et ça, c'est la nouvelle version avec amour en supplément. Oui, Parce que dans la wow! première version, j'expliquais l'homme que j'attendais. Et dans la deuxième version, je l'ai rencontré, donc je raconte comment. Oh, wow! Ah, ben, crime, je vais pouvoir aller mettre le nez dedans pour connaître cet aspect-là. Je ne l'avais pas découvert. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle spécialement de celui-ci qui est gagné au jeu des échecs amoureux. Donc, quand on a peut-être identifié qu'il y a un problème de dépendance affective à un niveau ou à un autre, et comment on fait pour s'en sortir? Eh bien, en fait, le premier, c'est libérez-vous des liens de la dépendance affective, donc comment sortir de la jungle. Et le deuxième, une fois libéré de ce déséquilibre, qu'on appelle névrose aussi, mais c'est pas un gros mot, hein, névrose, c'est un trouble du comportement. Donc, une fois qu'on se libère de cette névrose-là, c'est en travaillant son équilibre, en travaillant sur la confiance et l'estime, comment choisir la bonne personne. Donc la solution de tous les maux, de tous les êtres humains, c'est toujours la confiance et l'estime. Et ça se développe comment? Alors ça se développe en fait à travers un coaching ou alors à travers des outils que je vends sur mon site www.pascalpiquet.com. Mais c'est déjà de travailler son identité. Ce que je vais faire moi en coaching, c'est travailler sur l'identité de la personne, fixer un objectif de vie et puis ensuite avoir une stratégie qui va permettre de conserver ce bonheur-là. Mais la première chose à comprendre, c'est qu'il faut devenir autonome affectivement. Parce que l'inverse de la dépendance affective, c'est pas l'indépendance affective, c'est l'autonomie. Parce que l'indépendant affectif a le même problème que le dépendant affectif. C'est-à-dire que les deux sont partis de souffrance. Le dépendant continue à dépendre de quelqu'un d'autre, mais l'indépendant ayant trop souffert, lui, se retire du jeu et a une incapacité à s'engager. Donc les deux ont le même problème. Alors ceux qui pensent que parce qu'ils ne s'engagent jamais ou parce qu'ils ont des aventures volages, ils sont au-dessus des autres, et surtout de ceux qui restent agrippés à quelqu'un, ils se trompent, parce qu'ils ont absolument le même problème. C'est-à-dire cette souffrance vécue à travers les échecs amoureux. Donc, une fois qu'on développe sa confiance et son estime, la suite logique, c'est de choisir la bonne personne. Ok, et puis comment on fait? Tu parles de scanner, toi, à un moment donné. Je parle de scanner, carrément. Oui. C'est parce que, effectivement, le deuxième livre, Gagner au jeu des échecs amoureux, je l'ai écrit alors que j'étais encore célibataire. Et j'ai eu le plaisir de constater que la pratique a rattrapé la théorie parce que j'ai raison sur toute la ligne. C'est bon. Celui-là, il y a vraiment des stratégies que tu proposes dans ce livre. Ce sont des stratégies. Évidemment, on m'accuse de ne pas être romantique. Pourquoi? Parce que, en fait, choisir la bonne personne, c'est un recrutement. C'est le poste le plus proche de nous qu'on doit combler. C'est-à-dire, un conjoint, c'est la personne qui respire notre vie, qui respire nos nuits, qui respire tout ce qu'on respire. C'est pas un parent parce que le parent nous quitte, c'est pas un enfant parce qu'il nous quitte, c'est vraiment le conjoint qui a cette place très particulière à nos côtés. Et ben oui, c'est un recrutement. Oui, et il y a des questions à poser, il faut regarder le CV pour savoir si la personne est adéquate pour soi. Tout simplement, parce qu'il y a des fausses croyances, et puis tu sais Martine que je les ai toutes respectées, les fausses croyances dans mon ancienne vie. Aimer c'est souffrir, j'ai souffert. Il y en a toujours un qui domine, je me suis laissé dominer, les extrêmes s'attirent, j'ai pris des gars complètement extrêmes à moi, allez-y. Il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis, je les ai tous faits, hein, j'en ai pas loupé un, et tu sais où ça a failli me conduire, en prison. Parce qu'au bout du compte, j'ai sauté à la gorge de mes deux conjoints, parce que j'étais au bout du rouleau. On ne peut pas se comprendre quand on est dans une situation pareille. Il faut comprendre que le couple, ce sont deux personnes qui ont ce que j'appelle une boîte de Pandore. Tu sais que dans la mythologie grecque, tous les mots de la terre étaient enfermés. Les mots M-A-U-X étaient enfermés dans une boîte, c'était la boîte de Pandore. Et il fallait surtout pas l'ouvrir, parce qu'en l'ouvrant, on libérait tout le mauvais, le toxique de l'être humain. Il y en a bien un qui l'a ouverte, hein, cette foutue boîte. Et on semblerait, oui. oui, n'est-ce pas? Et on se retrouve avec chacun une boîte pleine de blessures. On a notre psychogénéalogie, on a notre passé, notre histoire personnelle et nos blessures dans cette boîte. Imagine, tout ça là, c'est de l'explosif.
La moindre étincelle, et ça saute. C'est comme si on est les deux assis sur un baril de poudre et puis on fume. Il y a forcément un des deux qui, à un moment donné, a un geste, un mot, une parole, quelque chose qui va réactiver une blessure de l'autre. Et boum, la bagarre commence. Exactement. Donc, ce qu'il faut faire en priorité, c'est régler sa boîte de Pandore. Et aller s'y mettre le nez soi-même. Oui, ça demande un grand courage. Hein, parce que c'est déjà de réaliser qu'on a quelque chose à régler. Et ce qui va le démontrer, c'est souvent la souffrance. Aimer, c'est être heureux, ma chère Martine. C'est ça que je me suis à dire aux gens, aimer, c'est être heureux. Oui, c'est le résumé en plus. Hein. C'est ça. À la fin, tu te dis là, si vous voulez retenir une chose, retenez ça. Et oui, et puis l'amour est simple. Parce que c'est toujours 1 plus 1 égale 2. Alors que souvent, on fait 1 moins 1 égale 0. Et puis quand on fait moins 1 moins 1 égale moins 2, là, on va à la catastrophe. Ce que je dis souvent, c'est que le bonheur, ça se partage. Il faut travailler son propre bonheur pour pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Mais le malheur, ça ne se partage pas. Si vous êtes malheureux, soyez malheureux dans votre coin et puis réglez ça. Et une fois que vous êtes heureux, vous allez le partager avec quelqu'un d'autre. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Je suis malheureux, donc je vais m'acoquiner à quelqu'un d'autre de malheureux, puis on va voir ce que ça donne. On va faire des miracles. Ça fait 1 moins 1 égale moins 2. Parce que ça fait un enfant intérieur qui n'a pas développé sa croissance affective, qui s'agrippe à un autre enfant intérieur qui n'a pas développé sa croissance affective, et puis ils sont au milieu d'un océan déchaîné, alors un qui coule, qui s'agrippe à un autre qui coule, qu'est-ce qui se produit? Il coule 2 fois plus vite. Donc une fois qu'on comprend ça, on comprend que oui, c'est un recrutement, le fait de choisir la bonne personne. Il faut choisir quelqu'un comme soi. Alors je sais, hein, on le dit souvent, on croit que les bergères épousent les princes et les princesses les bergers. Bah c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pour embêter la famille royale, mais ça marche pas. Parce qu'il faut aller chercher quelqu'un comme soi. Moi, personnellement, ça m'intéresserait pas d'être dans la famille royale et de me retrouver avec 12 couverts à droite, 12 couverts à gauche, avec un protocole et rester tout le temps droite et tirer à 4 épingles. Les grandes différences vont trop être toujours, ça va tirailler toujours. Mais bien sûr, c'est un métier d'être l'épouse ou l'époux d'un monarque ou d'une reine, n'est-ce pas? Et puis, c'est pas du tout le mien. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est important d'avoir les mêmes croyances, les mêmes valeurs, la même éducation, la même vision du couple. Si 2 personnes ont une vision différente, l'un veut vivre sous le même toit et l'autre refuse, on ne peut pas y arriver. Si tu sais qu'il y a les 5 questions qu'il faut poser J'adore, répète-les parce que à une personne qu'on refuse. C'est bon, l'être humain a besoin de se faire répéter. Je le sais, c'est mon métier, je n'arrête pas avec mes clients. Comme des enfants, on répète, mais ça rentre à un moment donné. Oui. Donc la première question, quelles sont vos relations, parce que vous pouvez vous la poser aussi, hein, quelles sont vos relations avec vos parents et quelles ont-elles été? Si elles ont été bonnes, merveilleux. Si elles n'ont pas été bonnes, il faut que ce soit réglé. C'est-à-dire, soit la personne a réglé avec ses parents, c'est-à-dire, personnellement, mon père est décédé, puis ma mère, je l'ai sortie de ma vie parce qu'elle était toxique. Bon, moi, je dirais tout simplement, tout va bien de ce côté-là. Je suis en paix. Même si j'ai viré ma mère de ma vie, je suis en paix avec ça. Je ne lui en veux absolument pas. Je comprends qu'elle soit le fameux tigre dans la cage duquel tu rentres et tu te fais bouffer à chaque fois, donc j'ai cessé de rentrer dans la cage du tigre. J'ai éloigné le tigre. Je ne le nourris plus. Et puis la deuxième question, c'est quelles sont vos relations, quelles ont été vos relations avec vos ex? Ça aussi, c'est très révélateur. C'est-à-dire que si vous dites tous mes ex étaient des hystériques, toutes mes ex étaient des menteuses, des infidèles, il y a quelque chose qui ne marche pas. Premièrement, vous vous positionnez en victime, ou la personne à laquelle vous posez la question se positionne en victime. Et puis, deuxièmement, c'est récurrent. Ils étaient tous des ceci ou toutes des cela. Bon, le dénominateur commun entre toutes les personnes en déséquilibre affectif que vous avez attiré, c'est vous. Donc il y a un problème, effectivement. On attire le même genre de personnes. Et si la personne est vindicative et très agressive envers ses ex, c'est que ça n'a pas été réglé. Il y a encore beaucoup d'agressivité. Le passé n'est absolument pas réglé. Donc la bonne réponse, comme moi tu le sais, Jules et Jim, les 2 ex qui ont émergé de mon histoire et que j'ai essayé d'estourbir à un moment donné, eux tout simplement c'est réglé. C'est réglé, j'ai beaucoup de compassion avec eux. Pour eux, mais je les garde pas dans ma vie. C'est pas nécessaire que ce soit des amis pour que le passé soit réglé. Non, pas du tout. Il faut être en paix avec eux. Qu'on en ait fait des amis ou pas, en ce qui me concerne, on n'a pas les mêmes valeurs, ni les mêmes croyances. Donc c'est certain qu'ils ne font plus partie de ma vie. Mais pour certains, c'est logique d'être ami avec un ex. Parce que, comme j'en parle dans le premier livre, parfois il y a des couples qui se forment, mais sont faits pour être amis, pas amants. Donc, ils vont se rassembler, ils vont se rapprocher et penser pouvoir faire un couple. Puis la relation d'amour va s'essouffler.
Et soudain, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus un intérêt amoureux. Et ils vont devenir. Et oui, il reste l'amitié. Donc ça va être d'excellents bons parents séparés. Ça, c'est les cas de figure les mieux. Mais sinon, écoute, en ce qui concerne mon mari, il m'a trompé, donc c'était pas très utile dans le sens valeur que je le garde dans ma vie. Et puis, le deuxième, alors lui, je ne peux même plus faire la liste de tout ce qu'il m'a fait, je devrais dire ce qu'il m'a pas fait. C'était assez spécial aussi comme histoire. Donc c'est certain que lui, j'ai coupé carrément les ponts. Le père de ma fille, bien évidemment, je le côtoie, courtoisement, on a une belle relation courtoise, mais je ne deviendrai pas sa meilleure amie. Et le deuxième, c'est sûr que je l'ai éliminé, je l'ai envoyé dans la cage du tigre de ma mère. Et c'était pareil. Donc ils sont en train de faire leurs affaires ensemble. Mais en fait, je les ai sortis de ma vie les deux. Parce que bizarrement, ils étaient pareils. Oui, je suis allée chercher ma mère dans mes conjoints. Identique. Parce qu'on va chercher son bourreau dans les conjoints quand on est en déséquilibre affectif. Donc de 0 à 15 ans, la façon dont on a été traité affectivement, on va chercher des personnes qui vont nous traiter exactement de la même façon dans notre vie d'adulte. Pour nous continuer à nourrir cette névrose-là. Malheureusement, oui. Tant qu'on n'en prend pas conscience. C'est ça. Si on a un bon flic, mauvais flic, comme je dis dans les parents, un bon parent puis un autre qui est toxique, eh bien, notre mémoire va imprimer le toxique. Parce que c'est ce qui va nous faire le plus souffrir et ça va prédominer sur le bonheur qu'on a pu avoir avec l'autre. Et donc, toute cette toxicité, on va s'en imprégner et c'est exactement ce qu'on va rechercher comme comportement ou comme attitude dans la vie d'adulte. C'est comme ça que le négatif l'emporte tout le temps sur le positif. C'est-à-dire que 1 moins 1 égale 0. Ça, je suis nulle en maths, Martine, mais alors ça, je l'ai ça, c'est bien intégré. Ça m'a pas mis longtemps, j'ai pas mis longtemps à comprendre, là, quand j'ai vu ce que ça faisait. Tu prends une personne très positive, tu la mets avec une personne très négative. Ça sera pas long que la personne très positive devienne très négative. Par exemple, on propose à un conjoint négatif, tiens, on va aller faire du vélo. Il dit non, je préfère regarder la télé. Tiens, on va aller au théâtre. Non, je préfère regarder la télé. Si on allait à la piscine, non, je préfère regarder la télé. Ouais, vous allez vous asseoir à côté de lui pour regarder la télé. Ça l'emporte systématiquement. Puis si tu veux juste m'en parler par rapport aux 5 questions, donc pour choisir, on les pose à la personne, mais c'est avantageux de les avoir. Sur les exposer. Ben oui, si vous voulez savoir si vous avez un petit problème de dépendance affective, vous vous posez les questions. Donc, on résume. Quelles sont vos relations avec vos parents, vos relations avec les ex. Troisièmement, la vision du couple. Très important d'avoir la même vision du couple. Comme je l'évoquais tout à l'heure, s'il y en a un qui veut vivre sous le même toit puis pas l'autre, c'est pas une bonne idée. S'il y en a un qui veut des enfants puis pas l'autre, c'est pas une bonne idée non plus. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on n'a pas forcément la même image du couple. Et puis, la quatrième question, quatrième question, oui, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans. C'est très important aussi, il faut se voir à la même place. J'aime évoquer l'idée qu'un Français vient au Québec et puis croise une Québécoise, et puis s'il a un permis de travail d'1 an, il va retourner en France. Est-ce que ça vaut le coup d'entamer la relation? Et puis surtout s'il dit qu'il n'a pas du tout l'intention de vivre là. Il faut vraiment faire attention à ça, ou des personnes qui ont des projets d'aller habiter en Afrique, par exemple. Pour ma retraite, j'irai habiter en Afrique. Bon, il faut aimer l'Afrique pour partir avec. Ou ceux qui ont une passion pour les voiliers, qui vont dire, moi, là, dans 5 ans, je me vois sur un voilier dans les mers du Sud, tout seul. Bon, faites pas partie du décor. Mais oui, bien sûr. Ils n'ont pas les nier ou les éviter. Tout à fait. Et puis après, quels sont vos regrets? Ça, c'est très important aussi. Une personne qui a des regrets vit dans le passé. Alors bien sûr, si vous avez tué quelqu'un et que vous le regrettez, c'est tout à fait normal. Mais je regrette d'avoir trompé mon ex. Là, on entend qu'on va être 3 dans le couple. Il n'a pas réglé ou elle n'a pas réglé avec son ex. Je regrette de ne pas avoir fait d'études. Bon, il faut passer à autre chose. Ou tu recommences à faire des études, ou tu passes à autre chose. Tu ne vas pas passer ta vie à te sentir en dessous et inférieur par rapport à ceux qui ont fait des études. Fais-en. Mais beaucoup de gens vont avoir des regrets, mais ne vont rien faire pour les régler. Du coup, c'est du négatif que tu traînes dans ta brouette. Donc toutes ces questions-là, elles sont à poser. Alors évidemment, dans une émission de radio récemment, l'animateur me dit « Mais moi, je ne me vois pas poser ces 5 questions-là au premier rendez-vous. » On est un petit peu plus subtil, on édulcore, on glisse ça dans une conversation, on placarde pas les 5 avec ton carton. Ça, bougez pas, alors réponse numéro 1. Voilà, c'est ça. Puis
Puis lui, il la connaît aussi, puis il a fabriqué des réponses. Oui, méfiez-vous des simulateurs qui vont déjà préfabriquer les 5 questions, mais on le sent. Écoutez un peu votre intuition, vous allez sentir si la personne ment. Tu suggères beaucoup de reconnecter avec son senti pour voir. Des fois, tu disais, tu sais, de l'extérieur, ça peut avoir l'air intéressant comme potentiel de relation, mais en même temps, ça faisait un petit crachant dedans. Oui. Donc, tu nous en parler de ça? Oui, c'est parce qu'en fait, notre subconscient décode les auras des personnes qu'on a en face de soi. C'est ce que j'appelle le site internet subliminal. C'est-à-dire que toute notre histoire est inscrite dans nos auras, dans notre site internet subliminal, et les subconscients décodent les sites internet subliminaux. Donc là, ton subconscient décode mon site internet subliminal et réciproquement. Et c'est vrai qu'on a un inconfort face à certaines personnes qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas verbaliser parce qu'il n'y a rien à reprocher à la personne, elle n'a rien fait, elle n'est pas venue enfreindre nos valeurs, elle ressemble pas à notre belle-mère qu'on déteste, elle n'a rien fait, mais il y a quelque chose qui passe pas. Ça, c'est parce que le subconscient a capté ce que les oreilles et les yeux n'ont pas capté. Et il est en train de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, là, il y a mal d'homme, il y a quelque chose qui marche pas. Mais on l'écoute pas. D'en prendre note. Et oui, donc après moi j'ai des clients qui disent ah ben oui, je le savais que ça marcherait pas. Dès le début, j'entendais une petite voix là qui me disait ça marchera pas, puis j'y suis allée quand même. Et oui. Ce matin, j'avais au téléphone un client qui me faisait part de sa déception d'avoir passé 10 ans avec une personne qui n'était pas adéquate. Sauf que lui, sa petite voix, elle lui disait qu'il y avait un problème. Mais lui, devant cette femme si belle, n'a pas réussi à mettre un terme à la relation pendant 10 ans parce que ça le valorisait. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas aimer quelqu'un parce qu'il est beau, qu'elle est belle, mais il faut trouver beau ou belle la personne que vous aimez. C'est la différence. Il y a une vraie différence. Donc on se laisse berner par ce que j'appelle les plantes carnivores. Elle se part de belles couleurs, puis le petit moustique arrive et pouf, il se fait bouffer. Je me suis fait bouffer aussi, avec le deuxième, Jim, 15 ans de moins que moi, beau garçon, très flatté, qui s'intéresse à moi. Donc il m'a fait les 400 coups, j'ai payé, je paye encore les dettes que j'ai contractées à cette époque. Donc c'est toujours très très dangereux de se fier que juste sur le physique, parce que derrière tout ça, qui sont engendrés parce qu'on s'agrippe à la personne. Il y a un attachement sexuel aussi qui peut se créer. Alors là, c'est encore pire. Oui, puis c'est quoi les recommandations justement que tu fais par rapport à ça? Par rapport au sexe, mes trois vitesses. Alors il y a baiser. Alors baiser, j'ai pas trouvé d'autres mots. Il y a que celui-là dans la langue française et puis finalement, il n'est pas si mal que ça, il gifle. Donc il y a baiser, c'est-à-dire nourrir sa névrose et nourrir la névrose de l'autre. C'est-à-dire ce besoin d'affection, ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être touché, besoin, par la sexualité. Par la sexualité. Oui. Donc ça, c'est baiser. Nourrir sa névrose et puis nourrir la névrose de l'autre. Puis tu remarqueras qu'il y en a souvent un qui est lésé. Je te laisse deviner laquelle. Ensuite, il y a faire la sensualité. Faire la sensualité, c'est avoir du beau sexe entre adultes consentants, les dons du plaisir, mais il n'y a pas de sentiment. Là, je suis tout à fait pour, j'ai pas de problème avec ça. Ça, entre adultes consentants, mais il faut avoir du plaisir. S'il y en a qu'un des deux qui a du plaisir, pouf, on est retombé dans la section numéro 1, baiser. Et la troisième vitesse, c'est celle que je préfère, celle que j'ai attendue pendant 11 ans et que je vis aujourd'hui. La troisième, c'est faire l'amour. Parce que pour faire l'amour, il faut s'aimer soi, il faut que l'autre s'aime, il faut qu'on s'aime réciproquement. Donc, pour moi, là, ça, c'est faire l'amour. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir fait l'amour, mais quand je leur dis que pour faire l'amour il faut aimer, tu aimais, puis ils se posent la question, puis finalement ils réalisent qu'ils ont beaucoup souffert dans leur relation, puis quand tu souffres, c'est pas de l'amour. Donc ils réalisent qu'ils n'ont jamais aimé, donc ils n'ont jamais fait l'amour. Avant de rencontrer mon conjoint actuel, souvent les médias me demandaient mais quel est le fantasme de Pascal Piquet? Et je répondais faire l'amour avec un homme. Là-dessus, ils étaient surpris, bien sûr, puisque j'ai une jeune fille qui va avoir 21 ans. Mais c'était une réalité pour moi, c'est que j'ai réalisé que j'ai eu des relations sexuelles avec des gros bébés névrosés, un de 10 ans de plus que moi, l'autre de 15 ans de moins, mais que je n'avais jamais fait l'amour avec un homme. Et aujourd'hui, c'est une réalité pour moi. J'aime un homme qui m'aime et nous faisons vraiment l'amour. C'est une autre dimension. C'est un autre niveau. Et est-ce que tu dirais que ça a un aspect spirituel? Parce que je l'entends ça plus du côté spirituel, dans les lectures, dans les formations. Définitivement. Parce qu'il faut se rejoindre à 3 niveaux dans un couple. La tête, le cœur et les tripes. Alors les tripes, évidemment, c'est l'aspect sexuel. La tête, c'est les croyances, les valeurs, l'éducation.
Et puis le cœur, ce sont les sentiments. Donc c'est sûr que quand on voit quelqu'un, la personne, en général, c'est le physique qui va nous attirer en premier. Ou le site internet subliminal. Tu décodes quelque chose qui est attractif, c'est ça le charme. Le charme, c'est le site internet subliminal, le charisme aussi, c'est ce que l'on dégage. Donc une personne, son physique va nous attirer, bon, c'est une bonne chose. Ensuite, il va falloir lui parler, il va falloir mettre la tête en jeu. Il va falloir discuter, poser les 5 questions, parler des croyances, des valeurs, l'éducation, c'est important aussi. Moi, là, je ne vois pas avec un homme qui rote et qui pète, je suis désolée, mais ça ne peut pas. Mon éducation française ne me le permet pas. Non, moi, c'est pas un truc auquel je suis habituée. Donc, il faut vraiment avoir la même éducation aussi, c'est une bonne chose. Et puis, une fois que on a validé que la tête, l'aspect croyance spirituelle, intellectuelle clique, à ce moment-là, plus tard, hein, pas le premier soir, plus tard, quand on a instauré une relation de confiance, une relation de complicité, une relation de désir, parce que ça c'est important aussi de désirer l'autre, de laisser monter le désir. Mais une fois qu'on a installé tout ça, à ce moment-là, on peut tenter l'aspect sexuel. Parce que c'est important aussi de savoir si ça clique à ce niveau-là. On se sera parlé un petit peu avant, ça peut être bien aussi, hein, de s'annoncer les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais il y a des femmes qui détestent la fellation, puis il y a des messieurs qui adorent en recevoir, donc là ça va pas marcher, parce qu'au début il va vous dire oh, c'est pas grave, mais si, ça va finir par être grave. À un moment donné, il va vouloir ça, de même pour les femmes, hein, les femmes qui aiment le cunnilingus, elles tombent sur un homme qui déteste ça. C'est vrai qu'au début, on croit que l'amour passe par-dessus tout, mais c'est de la névrose déjà, et puis ça passe par-dessus rien du tout. Donc l'inconfort va s'installer, puis après ça va devenir un irritant, puis après ça va devenir des disputes. Et puis le résultat, c'est que sur le plan sexuel, on n'était pas compatibles. On a tous des rythmes différents. Il y a des gens qui sont très sexuels, des gens pas beaucoup. C'est avantageux de s'en parler. Mais il faut s'en parler, parce que si vous êtes quelqu'un de très sexuel et que vous tombez sur quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans le sexe, la frustration ne sera pas longue, hein, ça va venir vite, et puis vous allez passer pour un obsédé sexuel. Et puis vous allez finir par être frustré, et puis c'est vrai que l'autre a le don de vous faire passer pour un détraqué, alors que c'est simplement parce que vous avez un rythme sexuel particulier que l'autre n'en a pas. Bon, ça c'est important aussi. Il faut que les deux aiment le sexe, ou que les deux ne l'aiment pas. Regarde, il y a des gens qui aiment pas ça, très bien, mais les gens qui l'aiment pas, faut les laisser entre eux, puis ceux qui l'aiment, faut les laisser entre eux, parce que sinon il y a des distorsions. Donc le sexe est important. Et une fois qu'on a validé les croyances, les valeurs, le côté spirituel et intellectuel, et que côté sexuel ça passe bien, là on peut se laisser aller à aimer, et aux sentiments. Parce que c'est pas vrai que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, c'est pas vrai. On est parfaitement responsable de ses sentiments. Il y a trop de gens qui disent ah ben maintenant je suis amoureux, ben je ne peux plus rien. Merci. C'est à soi-même de décider à quel moment on sent qu'on peut se laisser aller avoir des sentiments, parce qu'on a validé la tête et les tripes. Puis qu'en est-il des coups de foudre? Ça, j'aime tomber en amour. Oui, les coups de foudre. Est-ce que tu crois que le coup de foudre est dangereux? Je pense que oui, parce que la foudre est dangereuse. C'est ça, hein? Oui, la croyance populaire, c'est que le coup de foudre, c'est très dangereux parce qu'on tombe dans la passion, puis ça finit toujours mal. Eh bien non, ce n'est pas le coup de foudre qui est dangereux, c'est les gens foudroyés. Parce que si le coup de foudre intervient entre deux personnes qui se reconnaissent dans leur site internet subliminal et dans leur équilibre, ça va être une très belle histoire. Mais tu sais quoi, ils vont pas coucher ensemble le premier soir, ils vont respecter les consignes de sécurité, ils vont apprendre à se connaître pour valider que ce qui s'est passé entre eux est une réalité. Mais les gens qui sont en déséquilibre, ce sont les deux enfants intérieurs qui se reconnaissent et qui se foudroient. Ils sont au même niveau de névrose et youpi, c'est l'enfant qui coule, qui s'agrippe à un autre enfant qui coule et ils vont couler 2 fois plus vite. Donc le coup de foudre, oui, c'est beau. C'est ce qui m'est arrivé avec mon conjoint, c'est qu'on n'a rien vu venir et on se retrouvait dans les bras l'un de l'autre. On se connaissait déjà depuis 2 ans, mais on n'a rien vu venir. C'est parce que je pense que ce sont nos subconscients qui se sont organisés. Un clic, il y a eu un grand clic. Vraiment. Et que le clic, au fond, c'est de regarder où est-ce qu'il se trouve. Oui. Comme tu disais tantôt, c'est des enfants... Des enfants intérieurs. Qui ont cliqué ensemble, là. Mais oui. Pas l'adulte autonome. C'est ça. Le casting a été fait par l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui représente les peurs. Donc, c'est celui qui représente la névrose. Alors cet enfant-là, à mes yeux, c'est un terroriste. Vous en faites bien ce que vous voulez. Hein. Mais dans ma philosophie à moi, il faut le virer. C'est-à-dire le faire grandir pour qu'il disparaisse complètement, le renvoyer dans le passé. Parce que si tu le gardes, certaines philosophies proposent de le cajoler. Tu le cajoles, donc tu acceptes qu'il reste là. Tu acceptes qu'il reste là, donc tu acceptes qu'il prenne les commandes de temps en temps et qu'il t'envoie dans la mauvaise direction. C'était quand même assez nouveau quand j'ai lu ça dans le livre. Je l'ai lu quelques fois, ton livre. Et en fait, je l'ai pas lu nulle part, ça, que l'enfant intérieur, là, fallait grandir.
Mais, ah, wow, ben oui. Mais tu sais, Martine, Il y a un côté chacun, s'acheter. oui, mais chacun fera ce qu'il veut. Imaginez les amis, que l'enfant intérieur, c'est un terroriste, il est en première classe dans l'avion, vous êtes personnel de bord, allez-vous servir une coupe de champagne au terroriste avant qu'il saute sur le pilote pour se cracher? Personnellement, non, je vais débarquer le terroriste de l'avion. Si vous le cajolez et vous lui filez du champagne, ça veut dire qu'il faut s'attendre qu'à un moment donné ou à un autre, il saute sur le dos du pilote, il vous envoie dans les celui tours. qui mène la vie, ouais. C'est ça. Donc, moi, personnellement, ce que je fais avec mes clients, c'est faire grandir l'aspect psychologique qui n'a pas grandi, parce que parfois, tu as des comportements d'adulte dans ta vie professionnelle, et c'est dans ta vie privée que tu retombes dans tes chaussures d'enfant. Alors, ce que je propose, moi, c'est de faire grandir cet enfant-là de façon à le renvoyer dans son bac à sable dans le passé et que mon client soit complètement adulte. Et une fois que tu es complètement adulte, tu n'as plus cet enfant intérieur terrifié qui, d'un seul coup, te fait avoir des comportements qui sont irraisonnés. Parce que justement, à un moment donné, il y a une grille de symptômes pour identifier est-ce que je suis ou la relation que je suis en train de vouloir développer. Il y a peut-être un caractère de dépendance affective, puis celui-là est là justement les comportements enfantins. Et oui, c'est facilement repérable. Bouder, faire des caprices, piquer des crises. Tout ça sont des comportements enfantins. Prendre une boîte bébé quand on parle à son conjoint. Vouloir être bercé. Les hommes qui veulent qu'on leur gratte le dos pendant des heures. Pas quand ça gratte, c'est là, leur flatter le dos là. Pendant des heures là. Mais il y a la caresse. Il y a la caresse d'un homme à une femme. Il y a la caresse amoureuse. Mais quand vous sentez bien qu'il est en train de vous demander de remplacer sa maman, il y a un problème. Là, il n'est pas dans l'adulte. C'est pas un adulte. Non. Non. Puis, pour avoir un homme ou une femme à ses côtés, il faut être soi-même un homme ou une femme. Et si on a un gamin, on va choisir un gamin à ses côtés. Donc on va être la maman ou la petite fille du monsieur, puis le monsieur il va être le papa ou le petit garçon de la madame. Et puis, ça marchera pas. Ça marchera pas. Parce que, comme je le dis, il faut se renvoyer une reine sur un échiquier. Et à quoi ça consiste d'être une reine? Je parle pour moi. Et de trouver un roi, ou le roi, un homme qui voudrait devenir roi. C'est parce que qu'on peut le devenir, en fait, ou on peut se reconnaître. Oui, complètement. En fait, c'était la seule façon d'obliger les gens à reconnaître qu'ils sont des rois et des reines. Parce que sur un échiquier, ils ont le choix. Soit ils sont des pions, des gens qui se laissent dominer, soit ils sont des tours, des mauvais tours, soit ils sont des cavaliers, c'est des cavaliers, soit ils sont des fous. Ça se pose des commentaires. Donc, est-ce que vous voulez être un fou, un pion, une tour, un cavalier, ou un roi ou une reine? Les rois et les reines sont les gens qui sont équilibrés, qui travaillent sur eux et qui ont cette notion de bonheur et qui souhaitent accéder à ce bonheur-là avec eux-mêmes dans un premier temps, et puis ensuite à deux. Donc c'est pour ça que j'explique, sur un échiquier, on devient un roi et une reine, et j'explique comment le devenir, comment choisir un roi ou une reine aussi, ou une reine, un roi, parce que j'évoque également cette situation-là, qui est évidente. Donc c'est vraiment important de savoir qui on est, pour savoir qui on veut. Alors la fameuse fausse croyance, les extrêmes s'attirent, mais c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Comment choisir la bonne personne? C'est choisir la même personne que soi. C'est ça qui est important. D'où la nécessité de s'aimer plus. Exactement. Parce que si je m'aime, je sais pourquoi mon conjoint m'aime. Je suis aimable. Et je sais pourquoi il aime Pascal Piquet. Et lui sait pourquoi je l'aime. Et c'est évident, on se reconnaît l'un l'autre à travers l'un l'autre. Je l'admire, il m'admire. Et puis je sais pourquoi il m'admire. Et je sais lui pourquoi je l'admire. C'est très important. Complicité, admiration, confiance, respect, ça c'est l'amour. Il y a tellement de gens qui n'ont aucune confiance en l'autre. Ils ne se respectent pas, ils s'insultent. Comment peut-on s'insulter et ensuite avoir des relations sexuelles? C'est pas possible. La personne qui vient de t'insulter, elle t'a manqué de respect, c'est celle qui doit le plus être proche de toi et te protéger à la limite. Et tu te retrouves insulté et ensuite, hop, on se rabiboche sur l'oreiller. C'est pas vrai que c'est une bonne chose. D'abord, la dispute ne doit pas faire partie du couple. Déjà, pour commencer. On peut hausser le ton, on peut faire valoir son point, mais pas d'insulte, s'il vous plaît, jamais. Et puis, il faut toujours essayer de se comprendre, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre pour comprendre ce qu'il défend. Il défend quelque chose, il essaie d'exprimer quelque chose. Il cherche pas à vous nuire, il cherche ni à vous reprocher quoi que ce soit, il cherche à vous expliquer comment améliorer la relation. Mais malheureusement, quand il y en a un qui fait un commentaire à l'autre, l'autre le prend pour un reproche, et boum, c'est parti pour un tour, belote et rebelote et 10 de d'air, on s'en met plein la figure, et c'est parti. Or, c'est bizarre, c'est la personne que tu aimes. Ça parle pas d'amour.
Je dis pas que parfois on n'est pas agacé, c'est pas ça que je dis. Hein, des fois, tu peux envoyer l'autre un On peu peut à se la pêche. ressembler, mais on n'est pas pareil. Non, on va avoir les mêmes croyances, les mêmes valeurs, mais on peut avoir des habiletés complètement différentes. Mais tu peux parfois, comme je dis, avoir la mèche courte, j'aime bien cette expression québécoise, t'es un petit peu fatigué, agacé, ben tu le dis à l'autre, tu le laisses pas venir te rentrer dedans, là, tu dis, regarde, je suis un peu fatigué là. Bon, mais il va comprendre. Ou alors, si il t'agace, t'as peu le temps de le prévenir, tu l'envoies balader, tu dis, excuse-moi. On a le droit, c'est notre job, on peut dire excuse-moi, on n'est pas des robots. Moi-même, je peux être agacée, puis avoir un mouvement d'humeur comme ça, et ben, je vais dire à mon conjoint, je suis désolée, j'avais pas à te dire ça tout à l'heure. Puis des fois, c'est simple, hein, c'est subtil. Je m'étais très très bien habillée un soir, je rentre à la maison, et puis j'étais toute contente de l'accueillir, et il me dit, c'est pour moi que tu t'es fait belle comme ça. Et moi, comme une imbécile, je lui réponds, bah non, c'est pour le voisin. Et là, je rembobine, et je dis, mais c'est stupide ce que je viens de dire. Je rembobine, je dis, écoute, repose-moi la question, j'ai eu une attitude idiote, repose-moi la question. Donc il me repose la question, ça va vite pour lui, mais il suit. Il me repose la question, il dit, c'est pour moi que tu t'es fait belle comme ça. Je dis, c'était la bonne réponse. Souvent, on va faire une réponse idiote. Mais s'offrir ça, puis avec un brin d'humour aussi. Ben oui, mais voilà. bien sûr, exactement. Mais faut se souvenir qu'on l'aime, l'autre personne. On n'est pas adversaire, on est partenaire. C'est pas la même chose. Et souvent, on se retrouve adversaire. On tire la corde chacun de son côté pour savoir qui a raison. On est dans la lutte de territoire, dans la lutte de pouvoir. Qu'est-ce que mène ça, justement, la compétition? Les blessures d'enfant. Les blessures d'enfant. Cette volonté, ce besoin de reconnaissance. C'est pas le besoin d'affection qui nous fait courir, c'est le besoin de reconnaissance. Parce que la reconnaissance passe à travers l'affection. Si je te touche, je te reconnais. Donc les enfants frappés ont plus de résilience que les enfants qui ont été ignorés, qui ont été abandonnés. Parce que si tu me touches, que tu me frappes, que tu me caresses, tu me reconnais. Donc les gens pensent courir après l'affection, mais ils courent après la reconnaissance. L'affection est une manifestation de la reconnaissance. Mais c'est pas l'affection en tant que telle. Et d'ailleurs, je disais dernièrement, je sais plus où, que le besoin de reconnaissance chez les gens, justement, qui ont une problématique affective, vont aller chercher justement vers la sexualité, parce que tu me touches, tu me reconnais. Mon besoin de reconnaissance est nourri, mais d'une façon, Eh bien, exactement. C'est pour ça qu'une femme se trompe. Quand elle veut être reconnue comme une belle femme, elle se met un décolleté jusqu'au nombril, une jupe qui ressemble à une ceinture, et puis elle s'en va dans un bar. Elle envoie un message, elle veut être reconnue comme une belle femme, mais le message que reçoit l'homme, c'est sexe. Et lui, il voit tout déballer, là, pour lui, c'est du sexe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il saute sur la dame, puis la dame, elle croit que ça y est, il s'est passé quelque chose et que, enfin, une belle histoire va commencer, mais le monsieur remonte son pantalon, il s'en va. Pour lui, là, c'est juste un message de sexe qu'elle a envoyé. Ouais. Son intention est un peu différente, elle. Exactement. Puis quand tu parles de charme et de séduction, quelle est la nuance? Ah oui, ça là, j'aime beaucoup. En fait, séduire, c'est faire, et charmer, c'est être. Séduire, c'est faire un piège, construire un piège. Puis moi j'ai ma carte de trappeur, ma chère Martine. Les animaux trappés sont jamais contents. Donc vous trappez quelqu'un en faisant un piège, ça c'est la séduction, c'est séduire. Et puis, ben, il y a charmer, ça c'est être. Je suis ce que je suis. J'aime beaucoup l'expression anglophone what you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu as, et qui même rien caché, c'est pas rien. Définitivement rien. Je suis ce que je suis, et ce que tu aimes, c'est Pastel Piquet dans son intégralité. Et je suis la personne qui a, comment je dirais, qui a le code qui convient à mon conjoint. Dans le livre où j'en parle, c'est de chercher la personne qui a le même code que toi. On a une personne qui a le même code, donc c'est pour les hommes, c'est d'aller au-devant des femmes et puis d'apprendre à les connaître pour savoir si elles ont le même code. Puis pour les femmes, c'est de laisser avancer les hommes qui leur plaisent et puis valider elles aussi si elles ont le même code. À quoi consiste ce code-là? Est-ce que tu parles encore de valeur, de c'est des critères. Tu établis des critères que tu souhaites retrouver. Personnellement, donc c'est pas une liste que moi je prends ta liste et je m'en vais avec ça. J'ai établi la mienne. Okay. Oui. On peut résumer ça à 5 critères. C'est pas la peine de pouvoir mettre 120 ou 12 000 si vous voulez, mais 5 critères qui chapeautent plein d'autres critères. Moi, j'en voulais un comme moi, un entrepreneur qui soit libre de son temps, qui ait réglé son passé, qui soit dynamique et sportif, parce que je suis dynamique et sportive, qui ait beaucoup d'humour et qui soit littéraire. Ben, j'ai trouvé le même que moi. C'est pour ça que les extrêmes s'attirent, c'est faux. On va dans des problèmes. Quelqu'un qui aime la montagne avec quelqu'un qui aime la mer, ça marchera pas. Quelqu'un qui aime la ville avec quelqu'un qui aime la campagne. Quelqu'un qui est introverti avec un extraverti. Quelqu'un qui est dépensier avec quelqu'un qui est radin. Ça marchera pas. Ça peut pas marcher. Donc, on peut établir une liste de 5 critères, mais les 5 premiers,
ceux-là, puis j'ai adoré ça, là, de pas s'auto-saboter en disant « Oh, il y en a trop, ça va être correct. » Et voilà, j'ai adoré ça. Non, mais c'est parce que le 0 critère, c'est la pire des personnes pour toi. Là, tu vas dans le mur direct, ça va être très vite. 1, 2, 3 critères, ben, t'en as pas 5. C'est un petit bout. T'en as pas 5. 4, aïe aïe aïe, 4, c'est sûr que c'est tentant, hein, 4 critères. 4 critères sur 5. Ah, mes clients me disent, oh, elle nous pompe l'air parce qu'elle piquait avec ces 5 critères. Il y en a 4, c'est bien assez. Mais c'est parce que tu vas aller dans le mur aussi, plus lentement. Ça va prendre plus de temps, mais tu vas aller dans le mur. Parce que le critère qui manque, il va émerger. Alors, ce qui était important quand tu l'as mis sur ta liste, c'est ça. C'est qu'il va l'être toujours, il va ressortir. C'est ça, mais c'est comme un tableau de bord d'avion. Si tu as un voyant lumineux rouge qui clignote, est-ce que tu vas décoller? Il n'y a aucun pilote qui décollerait. Mais quand tu as un voyant lumineux rouge qui clignote, ça veut dire que ça va pas décoller. Ça marchera pas. Donc tu peux quand même décoller, mais tu iras pas loin. Tu vas cracher. Mais tu peux décoller, essaye. Mais moi, je les laisse essayer, mes clients, c'est évident. Parce que on essaie toujours de détourner. Tout à coup que je serai l'exception qui confirmera la règle. Vas-y. J'ai pas de problème avec ça, mais moi l'expérience m'a enseigné qu'il n'y a pas d'exception. Ouais. Moi, je vais réussir. Oui, non mais je comprends, hein, mes clients, il y en a marre, ces consignes de sécurité, elles nous cassent les oreilles, et puis 5 critères, ça ira bien avec 4. Et oui, parce que la 0 ou le 0 critère, c'est le pire, la pire des personnes pour vous, et le 4 critères, c'est la moins pire. Mais le 4 critères, c'est toujours pas un 5 critères, parce que la meilleure des personnes pour vous, c'est le 5. Et il faut aller chercher le meilleur. Bon, maintenant, vous ferez ce que vous voudrez. C'est comme l'enfant intérieur, dans ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, je veux le meilleur dans ma vie, je vais aller chercher le meilleur. Au fond, c'est ce que tu proposes, c'est ce que tu conseilles, c'est ce que tu as expérimenté ici. Définitivement, oui, comme je le disais. Parce que c'est basé pas sur des philosophies que tu es allé chercher ailleurs, mais sur ta vie, en fait, tes expériences personnelles. Mais en fait, on me disait, quand j'étais célibataire, mais comment vous pouvez dire tout ça alors que vous n'avez pas encore vécu le couple? Et moi, je répondais, je sais ce que c'est pas. Donc, par définition, je sais ce que c'est. Pour moi, c'était évident et c'est exactement ce que je pensais. Donc, c'est la suite logique des choses après le syndrome de Tarzan, c'était d'entraîner les gens à comprendre comment choisir la bonne personne. Et puis, ben, une fois que tu as compris la mécanique, après, ben, tu la mets en pratique ou pas. Mais tu t'en es rendu compte dans le début du livre, je le dis, je défie qui que ce soit de me démontrer que ce que j'explique n'est pas logique. C'est logique, c'est du gros bon sens. C'est logique. Puis une fois qu'on le sait, on peut pas faire comme ça, on ne sait pas. Ah, ça crée notre inconfort. Ben, au fond, les gens peuvent vivre l'expérience, comme tu dis, aller tester avec 4 critères sur 5, puis c'est eux qui vont vivre l'expérience qui verront aussi. Définitivement. Mais en général, ils ont déjà de la matière pour faire une autopsie. Tu sais, là, ils ont plusieurs relations qui sont tombées dans les échecs. Et du coup, ils ont assez de manne céleste pour faire statistique et probabilité pour comprendre ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Mais ça me faisait rire parce que dans une émission de radio l'autre soir, il y a une dame qui dit oh, mais moi là, la première fois, j'ai attiré un homme qui était toujours très ami avec ses ex. Puis là, j'attire encore un homme qui est toujours très ami avec ses ex. J'en ai marre. Je dis mais avez-vous remarqué que vous attirez toujours le même genre d'homme? Ah, elle venait de le découvrir. Elle avait pas fait le lien. Pour elle, tous les hommes étaient amis avec leurs ex. Ok. Mais elle n'a pas fait le sondage sur tous les hommes de la planète. Mais non, mais comme tous ceux qu'elle attirait avaient les mêmes comportements, elle pensait que tous les hommes avaient ces comportements-là. Et c'est un raccourci qu'on prend très souvent. On pense que tous les hommes sont comme ci ou toutes les femmes sont comme ça parce que on a attiré des gens qui étaient toujours dans la même lignée. Ouais, faire des constats avec peu de tests. Et c'est ça. Mais oui, mais voilà. Mais encore une fois, moi, j'oblige personne. Tu sais, Martine, je diffuse ce que j'ai compris. Les gens heureux, pour être heureux, ils font tous la même chose. Les gens qui sont malheureux, ils font tous la même chose aussi. Bon. Moi, je suis du côté des gens heureux. Donc, j'explique comment je fais pour être heureuse. Et puis, je ne suis pas la seule. Je veux dire, je ne suis pas tombée de la planète Mars. On est nombreux à être heureux puis à faire la même chose. À partir de là, chacun fera bien ce qu'il veut. Il faut que ça fasse écho en soi. Parce que tu ne peux pas imposer une philosophie. Il faut que cette philosophie-là, elle ait une résonance en toi et qu'elle repose sur ton expérience de vie qui corrobore ce qu'on est en train de t'enseigner. Quand tu dis qu'il faut prendre soin de soi, quand tu dis que c'est pas être narcissique que s'aimer, puis c'est pas du tout être égoïste que prendre soin de soi, il y a des gens qui le réfutent encore. Non, ils sont pas rendus là. Les gens inconscients de leur inconscience, faut pas les réveiller. C'est comme les somnambules, c'est très dangereux. Tu les mets en colère parce qu'ils n'entendront pas de toute façon. Faut vraiment s'adresser à ceux qui sont prêts à entendre, qui se posent des questions ou que tu vas valider. Mais les autres, non, il n'y a rien à faire. Ils vont continuer à faire des sacrifices, des concessions, des compromis, ils vont continuer à souffrir en amour, ils vont continuer à se laisser dominer, ils vont continuer toutes les croyances qu'on leur a enfoncées dans la gorge depuis leur plus tendre enfance.
Et puis, ils vont continuer à s'y attacher comme ça. Ben, c'est ce point aussi de la laisser tomber, la fameuse corde de décroyance passée. Exactement, mais je comprends que quelqu'un qui a fait des sacrifices, des concessions et des compromis pendant 30 ans pour endurer son conjoint ou sa conjointe, et que une Française arrive et passe dans les médias en disant non, non, il faut pas faire ça sert à rien. Je comprends qu'ils sont enragés après moi, mais bien sûr. Parce que la dépendance affective, c'est pas nécessairement obligé des gens. C'est pas nécessairement que pour les gens qui ont eu plusieurs relations comme vous à l'échec. Il y en a qui ça fait des années, des dizaines d'années qui sont en couple, mais qui souffrent de ça. Définitivement. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime, qui pousse dans la dépendance émotive. C'est-à-dire qu'on est émotivement dépendant des autres êtres humains. Et donc un conjoint. Mais ça peut être dépendant des parents, des enfants, des amis, dépendant du jugement des autres. On est dépendant des autres êtres humains par rapport à leur comportement. Donc la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui génère un grand vide qu'on essaie de remplir par toutes sortes de compulsions. La dépendance affective, c'est la mère de toutes les dépendances. Dépendance à l'alcool, au sexe, à la drogue, à la nourriture, au jeu, au travail. Toutes les dépendances viennent de là. C'est-à-dire que ton corps grandit, mais ta croissance psychologique ne se fait pas, et c'est là que ton enfant intérieur reste coincé. Et c'est lui qui est le terroriste qui va te pousser dans la mauvaise direction. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime, qui pousse dans toutes sortes de dépendances et de compulsions, dont la dépendance émotive, la compulsion à une autre personne. Mais tu as des gens qui sont des indépendants affectifs, qui butinent de droite à gauche, mais qui vont jamais s'engager. Ils traitent les autres qui sont agrippés à la mauvaise liane de dépendants affectifs et puis ils se moquent bien d'eux. Sauf que eux, quand ils rentrent à la maison, ils ont une compulsion à l'alcool ou à la drogue ou au sexe ou à quelque chose de différent. Exact. Mais que tu sois en couple ou célibataire endurci, quand tu es en déséquilibre, tu as le même problème. Tu es en dépendance affective. Sauf que la personne en couple est également en dépendance émotive. Et les gens ne font pas la distinction, mais elle est importante à faire. De même que la distinction entre l'enfant intérieur et l'âme d'enfant. L'enfant intérieur rime avec peur, c'est celui qui a peur, c'est cet enfant qui d'un seul coup se trouve terrorisé dans un monde d'adultes qu'il ne gère pas du tout. Bien qu'on ait 30, 40, 50, 60, 90 ans, 102 ans, on ne gère plus. Et puis l'âme d'enfant, c'est la capacité à s'émerveiller et à s'amuser, ça c'est très précieux. Ça c'est à garder précieusement. Dirais-tu que c'est une base justement fondamentale du bonheur? Oui, définitivement. Cette âme d'enfant-là, cette capacité à s'émerveiller, c'est d'être dans l'instant présent. Regarde où on est, c'est magnifique, on est dans un environnement extraordinaire, j'en jouis tous les jours, et j'en ai conscience tous les jours, et je m'en émerveille. Et puis, s'émerveiller, c'est une chose, mais s'amuser. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas amusé, mesdames et messieurs? S'amuser. Moi, je m'amuse tout le temps. Dans tout ce que je fais des blagues. Alors évidemment, on regarde là, on dirait une gamine. Oui, mais oui, je peux m'amuser comme une gamine, mais je n'ai pas des réactions d'enfant. C'est pas la même chose. C'est pas les réactions qui sont générées par l'enfant intérieur. C'est vraiment important de faire la distinction. Oui. Puis je le vois très bien. C'est l'équilibre justement de vie, de pouvoir se créer une vie pleinement satisfaisante. Elle s'appuie beaucoup là-dessus. La nuance entre les deux. Mais c'est important aussi d'enseigner une chose que tu appliques tous les jours. Moi, ce que j'enseigne, je l'applique et je suis une femme heureuse et puis ça, personne ne peut me l'enlever. Quels sont les autres aspects qui font partie justement des fondements de ton bonheur? Les signes biologiques dont je parle dans le livre, Gagner au jeu des échecs amoureux, c'est Robert Dilts qui a mis au point ces 6 niveaux-là. Ça commence par l'environnement, donc environnement, comportement, capacité, croyance, identité, spiritualité, mission. Donc, ça commence par la base, c'est l'environnement. Si on résume ça, c'est avoir le bon job, le bon domicile, être heureux là où vous habitez, dans le pays dans lequel vous habitez, le bon entourage, célibataire ou en couple, être heureux en couple ou être heureux célibataire, avoir de bons amis. Et tout ça influence ce que j'appelle le 4e pneu, c'est comme les pneus d'une voiture. Le 4e pneu, c'est la confiance et l'estime. Et donc, ces 3 pneus-là vont faire en sorte que tu as de plus en plus confiance en toi et tu es capable d'aligner tes signes biologiques. C'est le secret du bonheur, tout simplement. Mais le vrai secret du secret, c'est juste de t'occuper de l'environnement. Parce que si tu as un bon environnement, du coup, tu as des bons comportements, tes capacités se développent, tes croyances deviennent de plus en plus solides, tes belles croyances, et ta philosophie de vie, tu la respectes. La philosophie de vie, c'est un objectif qu'on se donne. Chacun choisira. Ça peut être heureux, être équilibré, être zen, être serein, être sage. Moi, c'est la liberté. Ça, là, mon méta-objectif, c'est la liberté. Et je ne prends que des décisions qui vont en faveur de ma liberté. Toute autre décision, toute personne qui essaierait d'entraver ma liberté va être automatiquement éjectée. Ça, c'est certain. Puis ça, il y a fallu que tu te déposes justement pour clarifier que pour toi, c'est liberté
top numéro 1. Exactement. C'est ce que je fais avec mes clients. On définit d'abord leur objectif de vie. Ensuite, on va définir leur identité. Et puis, on va déprogrammer leur passé. Les blessures du passé, ça se fait très simplement en PNL. Et puis ensuite, ça va développer la confiance et l'estime, bien sûr. Et ensuite, mettre au point la stratégie qu'on va toujours suivre pour garder le cap sur l'objectif. Qu'est-ce qui te distingue aujourd'hui comme coach? Je pense que c'est du Pascal Piquet que je fais, vois-tu, c'est-à-dire que j'ai tous mes diplômes en PNL, mais à partir du moment où j'ai appris les gammes des autres, c'est comme la musique, là on apprend les notes, puis après on fait les concertos des autres, bien j'ai appris tout ça, j'ai appris les concertos des autres en PNL, et j'ai monté mes propres concertos qui sont parfaitement adaptés à ma clientèle en dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime, donc c'est certain que il y a beaucoup de problèmes qui sont générés par le manque de confiance et d'estime, et ça en règle beaucoup aussi, dont la dépendance affective, puisque c'est le manque de confiance et d'estime. Oui, fait que ça peut aussi, au fond, les gens, ils viennent te voir, pas nécessairement parce qu'ils se sont reconnus dans la dépendance affective, mais plus nécessairement que confiance et estime à développer. Oui. Des fois, ils passent par un autre chemin pour arriver au même. Tu as raison. Des fois, ils savent qu'ils ont un problème de dépendance affective, c'est clair pour eux, puis ils viennent me voir parce qu'ils souffrent en couple ou ils souffrent de solitude. Puis parfois, c'est un problème dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle, un manque de confiance et d'estime. Mais généralement, c'est la souffrance qui pousse les gens vers moi. Et ce que les gens aiment, et ce qu'ils me disent souvent, c'est « je veux être comme vous ». Et moi, je leur dis, de toute façon, je suis quelqu'un de très simple, je suis pas une extraterrestre, je suis une terrestre extra, j'aime bien la personne. Mais j'ai rien de particulier. Donc, le bonheur que je vis aujourd'hui est accessible à tous, à partir du moment où vous êtes déterminés à aller le chercher. Donc, ce qu'ils veulent, ils me disent, je veux ce que vous êtes vous. Si vous y êtes arrivé, je vais y arriver aussi. Et parce que justement, c'est bien appuyé, tu l'as vécu, oui. Là, tu l'as marché ce chemin-là. Oui, et tu sais quoi, ils se reconnaissent en moi parce que ce sont des combatifs. Et ils reconnaissent mon aspect combatif. Et du coup, moi, je me reconnais en eux aussi parce que je ne prends pas les gens passifs. Les gens passifs, je peux rien faire pour eux. Moi, je suis un entraîneur, faut pas oublier ça. Hein. Donc, je prends des gens qui sont déterminés, qui veulent prendre le taureau par les cornes coûte que coûte et qui veulent réaligner leur vie. Ça, oui, ça, c'est ma clientèle. Mais surtout, c'est le bonheur que je dégage qu'ils veulent. Parce que c'est difficile de conduire quelqu'un sur le chemin du bonheur quand toi-même tu te trimbales des casseroles et que c'est pas cohérent. Et à ce point que j'ai été très claire avec mon conjoint, je lui ai dit, regarde, il faut qu'on ait une belle relation parce que si c'est tolérance zéro. Parce que si moi j'ai la tête ailleurs quand j'ai un client en face de moi, quand je passe 2 jours avec un client ou des séances de 3 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, je peux pas m'amuser à avoir l'esprit ailleurs, je peux pas me demander si tu es encore dans la relation ou si tu me trompes ou si je ne sais quoi. Et lui non plus, il a un métier qui est très prenant, il peut pas s'amuser à se demander où je suis, ce que je fais, est-ce que je l'aime encore, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on soit aligné. Et je me dois d'être aligné. Et en étant aligné, on est heureux. Donc je suis alignée dans mes signes logiques. Et puis mon méta-objectif, c'est la liberté. Et puis c'est ça qui conduit au bonheur définitivement. Donc les gens, ce qu'ils veulent, c'est du Pascal Piquet. Il n'y a aucun autre coach qui fait ce que je fais parce que j'ai vraiment mis ma patte. Et j'ai un vécu que je raconte dans mon premier livre de façon à ce que les gens sachent qui je suis. Et à partir de là, tu sais, ça les appelle, leur petite voix. Ils disent, cette fille-là, c'est celle qu'il me faut comme coach. Et puis il y en a d'autres qui disent, pas elle, pas elle. Et je le comprends, ouais, je suis pas la réponse à tout le monde. Effectivement, puis quand on te côtoie, parce que je te côtoie depuis un petit bout de temps, puis de façon personnelle, puis c'est toujours la même Pascal, c'est comme ça, c'est ça mon idée, c'est comme ça que je vis, puis voilà. Oui, c'est vrai, tu le soulignes, mes clients sont toujours surpris parce que ce soit en coaching, en média ou dans mon jardin ou avec ma famille ou mes amis, je suis toujours la même. On te reconnaît. C'est ça, c'est le bonheur. C'est pas biaisé. Mais c'est accessible à tous, le bonheur est simple. Si tant est que vous preniez les bons outils pour le construire. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. C'est toujours un plaisir. Où est-ce qu'on peut en découvrir encore plus sur toi? On peut te trouver sur le web? Oui, alors on me trouve sur www.pascalpiquet.com et j'ai ma phrase du jour du lundi au vendredi sur ma page Facebook professionnelle au nom de Pascal Piquet. Et on peut suivre aussi tous les médias que je fais, les livres que je publie et tous mes faits et gestes professionnels. Parce que tu sais que du côté du privé, c'est privé. C'est ça. Si je n'ai plus aucun secret pour personne au niveau de ma névrose, il en reste néanmoins un, c'est l'identité de mon conjoint. Top secret. C'est secret, ça va. Ma névrose, je la livre facilement, mais mon bonheur, je vais le garder pour lui et moi, pour nous. Et je terminerai en disant que, au-delà de l'amour qu'on peut faire physiquement, souvent je dis à mon conjoint que je l'aime, il me dit lui aussi, et je lui dis, je nous aime. Wow, c'est beau ça. Oui, je trouve ça bien. Je nous aime. Merci de ta générosité. Alors, c'était Martine Lacasse en présence de Pascal Piquet. C'était un grand plaisir
de vivre cette expérience-là aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt. Merci. Au revoir.